Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les journalistes, Madame, Monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette conférence de presse du gouvernement qui constitue une tribune de redevabilité de l'exécutif. Et nous disons merci aux journalistes pour leur disponibilité. Aujourd'hui, les échanges porteront essentiellement sur les questions sécuritaires. À cet effet, nous recevons le ministre de la Sécurité, M. Ousseini Compaoré. Enfin, M. Rémi Fulgence Dandjinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, échangera avec vous sur les questions d'actualité nationale. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, vous avez la parole pour votre mot introductif. En introduction, si vous permettez, je voudrais m'arrêter sur quelques faits qui ont marqué un peu notre actualité nationale et qui méritent peut-être que nous nous arrêtons quelques instants. Dans un premier temps, je ne peux pas passer sous silence les événements de Bungu, ces événements qui ont mis en effroi l'ensemble du peuple burkinabé et nos voisins de la sous-région ouest-africaine. Cette attaque, je crois qu'elle nous enseigne une chose, c'est que la mobilisation sociale reste la voie ultime pour endiguer ce fléau qui affecte sérieusement notre vivre ensemble et notre cohésion nationale. Je voudrais ici, à la suite donc de son excellence président du Faso, rappeler que c'est dans l'union que nous pourrons faire face à une situation qui met à mal nos efforts de développement et notre vivre ensemble. Le président du Faso, dans son discours à la nation, a annoncé le recrutement de volontaires. Le ministre de la Sécurité reviendra sur ces questions-là, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des questionnements sur cet aspect. En tout cas, le gouvernement se réjouit du fait qu'il y ait un engouement des populations pour apporter donc leur soutien et leur participation à la lutte contre le terrorisme. Je dois encore préciser que la nature ayant horreur du vide, certains esprits déjà ont commencé à faire des recrutements alors que ceux qui ont en charge de faire ces recrutements, à savoir le ministère de la Défense, n'ont pas commencé. Donc il faudrait faire attention sur ce point. Dans un deuxième temps, je voudrais m'exprimer sur les rumeurs et les fausses informations qui sont de plus en plus véhiculées ces temps-ci dans nos médias, dans nos réseaux sociaux, et je me permets aujourd'hui de dire aussi dans nos médias, parce que malheureusement, nos médias sont en train de relayer de la même façon les réseaux sociaux. Je vais mettre juste sur un exemple. Le ministre de l'administration territoriale a annoncé au Conseil qu'un parti a été suspendu pour 3 mois. Le communiqué est clair. Le communiqué dit qu'il y a une violation d'un certain nombre d'articles. Et quand je suis sorti, j'ai dit c'est un appel à la sédition. Je ne sais pas comment nous pouvons nous-mêmes aller en relayant ce que les réseaux sociaux ont dit. Deuxième cas d'école. Je pense que même si nous sommes dans la rapidité, nous avons besoin d'avoir du recul. J'ai beaucoup de respect pour certains correspondants que je considère comme des petits frères, mais quand j'écoute un média international qui fait un papier sur l'arrestation de M. Naïm Touré et qui reprend comme texte exactement ce que l'avocat a dit, je me demande où est la pratique journalistique que nous mettons en œuvre. Recouper les informations, mettre en confrontation les sources, c'est le b.a.-ba de notre métier. J'ai la faiblesse de penser que, quand même dans cette salle-là, on doit pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que je dis, il y a des informations et des rumeurs qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux et le gouvernement a décidé d'être intransigeant sur cette question. Ce n'est pas pour porter atteinte à la liberté d'expression. Je le dis et je le redis, dire que le président Kaboré doit démissionner, mais c'est le droit de la personne de le dire puisque la personne estime que c'est son ressenti. Pourquoi on va l'arrêter pour ça? Pourquoi on va interdire pour ça? Mais appeler à la violence, appeler à avoir dans un système démocratique comme le nôtre, des militaires ou autres pour assurer telle ou telle chose, c'est quand même contraire au fonctionnement de notre démocratie et c'est puni par les textes, la charte des partis et formations politiques. Donc il faut que nous fassions vraiment la part des choses. Et je pense que les médias ont vraiment comme obligation de relayer cette information, la recouper, porter la critique parfois au gouvernement en étant le plus dur possible, en appuyant là où ça fait mal,
mais en gardant quand même l'esprit de faire un travail professionnel. Troisième point, c'est, dans ces temps d'attaque, je voudrais poser quelques questions qui me paraissent peut-être inopportunes peut-être pour certains, mais qui pour moi peuvent être intéressantes si on regarde. Je prends ce que j'ai vu dans la presse ces derniers jours et je me pose une question. Est-il utile de donner les identités des acteurs qui ont permis telle ou telle arrestation ou apporter telle ou telle collaboration au FDS? Est-il utile d'interroger les survivants d'une attaque afin de savoir comment ils ont pu s'en sortir, en mettant le détail point par point sur leur cheminement? Est-il possible de concilier aujourd'hui le monde médiatique que nous voulons rapide avec la lenteur de la mise en œuvre de l'appareil judiciaire? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le droit à une irresponsabilité médiatique parce que nous sommes dans le feu de la concurrence et dans le feu de la recherche de l'information? C'est des questions qui sont importantes, qui sont que tous les journalistes dans le monde, lorsque leurs pays ont été face à ces situations-là, se sont posées. Il y a eu un grand débat en France lorsqu'il y a eu l'attaque du supermarché Cacher, et toute la presse s'est posé ces mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui par rapport à cette situation. Moi, j'ai la faiblesse de penser que nous avons la chance d'être dans un pays où la liberté d'expression et la liberté de presse est garantie, où des journalistes sont, je crois, parmi les mieux formés de la sous-région, et j'ai foi que nous allons trouver dans ce phénomène qui est nouveau, qui nous est imposé, une pratique qui sauvegarde à la fois la qualité de notre travail, mais qui est quelque chose d'important pour nous, qui sauvegarde l'unité et la survie de notre pays. En quatrième lieu, je voudrais peut-être m'arrêter sur des choses un peu plus agréables. C'est le forum sur la cohésion sociale, un symposium organisé par le ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, qui va se tenir les 21 et 23 novembre 2019 à Ouagadougou. Lors de la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, l'administration territoriale s'est vue affecter la tâche de travailler à la cohésion sociale. Et donc un forum sous-régional qui met en œuvre les acteurs du G5 en particulier, mais qui met en œuvre également tous les autres acteurs de nos pays à travers la chefferie, les coutumiers et tous les relais, va se réunir à Ouagadougou des 21 et 23 novembre prochains. Et puis je voudrais finir par solliciter votre accompagnement et votre présence aux 11e éditions des Universités africaines de la communication, dont le thème est « Communication et géopolitique, construire une nouvelle image de l'Afrique ». Vous savez que les UACO sont un cadre d'échange et de partage d'expériences par excellence. Nous avons la chance d'avoir quelques universitaires de renom comme Achille Bembe. Nous avons la chance d'avoir également quasiment tous les ministres de la sous-région ouest-africaine qui seront présents, mais également des patrons de presse, pour qu'ensemble nous regardons comment, dans le référencement que nous créons de notre actualité, de notre information, nous pouvons travailler à quelque chose de différent. Le terrorisme est une plaie. Nous devons la cautériser et la soigner. Et je pense que les acteurs de la sécurité et de la défense y travaillent. Nous avons besoin de porter une information saine, juste et équilibrée aux populations. Parce que, comme on dit, c'est quand il y a des problèmes que l'information devient la plus utile pour les populations. Je voudrais donc vous remercier de votre attention et inviter donc, si vous le permettez, M. Ousseini Compaoré, qui est le ministre de la Sécurité, à pouvoir donc faire sa petite déclaration liminaire et à se prêter à vos questions sur cette question qui vous tient tous à cœur. Merci de votre écoute. Je voudrais, avant de commencer, vous demander que nous observons une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes tombées sous les balles de l'obscurantisme. Je vous remercie. C'est vrai que notre pays traverse des moments difficiles. C'est vrai que nous avons beaucoup de questionnements. C'est vrai que nous avons, tous les Burkinabés, nous avons beaucoup d'incertitudes. Mais nous ne sommes pas désarmés. Les Burkinabés sont un peuple fort, très fort. Et à travers le temps,
nous avons pu à tout moment surmonter les difficultés et rebondir. Nous sommes un peuple qui a été appelé à un certain moment la Haute-Volta, terre des hommes. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso, terre des hommes intègres. Nos ancêtres nous ont laissé un héritage, une force de résilience sans pareil, dont d'autres peuples s'inspirent. C'est l'essence d'ailleurs de l'adresse du président du Faso, qui dit à chaque Burkinabé d'apporter sa pierre à la conquête de la sécurité dont nous avons besoin, dont nous avons droit. C'est notre droit de vivre en sécurité. Notre pays, nous le défendons, nous le défendrons à travers les FDS qui sont nos représentants. Mais les FDS, c'est qui? Les FDS, c'est vous, c'est moi, c'est lui. Chacun de nous a un fils, un frère, parfois un père, une sœur qui est au front. Nous devons les soutenir, nous devons être avec eux. Les mercenaires, les FDS qui nous représentent au front, qui se battent nuit et jour, ne sont pas des mercenaires venus d'ailleurs. C'est nous-mêmes qui nous battons. Nous avons le devoir, l'impérieux devoir de les soutenir. En les soutenant, ce n'est pas autre chose que nous faisons que notre devoir. C'est nous-mêmes que nous soutenons. Et le président du Faso, dans son adresse, et je m'étendrai un tout petit peu sur la question, pour dire, il appelle, il ouvre la porte, il écoute son peuple qui dit qu'il est mobilisé pour défendre ce pays. Alors il a autorisé des recrutements. Mais il faut qu'on s'entende, ces recrutements doivent se faire. Ces recrutements doivent se faire dans un cadre légal et il doit être encadré. Il y a beaucoup de gens qui parlent déjà de recrutement par-ci, par-là, de bureaux de recrutement. Non. Le Burkina Faso est un État organisé qui fonctionne. Les recrutements se feront selon les instructions du président du Faso. Un décret sera publié qui fixera les modalités. Mais il a déjà dit, cela se fera dans un cadre, pas à l'échelle nationale, mais dans les zones qui seront concernées. Il y aura des critères pour recruter. On peut imaginer qu'il y aura des critères de moralité, il y aura des critères d'âge, il y aura des critères de résidence, il y a un certain nombre de critères, bien sûr, que le décret va fixer. Mais ce qui est certain, c'est que tout sera dans le cadre de la loi fondamentale qui est notre Constitution et dans le cadre des lois et règlements en vigueur. L'héritage laissé par nos ancêtres, nous allons le préserver et nous allons le garder jalousement. Personne, j'ai bien dit personne, ne va faire reculer les Burkinabés. Nous irons chercher ces fauteurs de troubles où ils sont. Même s'ils sont dans des trous de souris, nous irons les chercher. Je voudrais peut-être m'arrêter là et vous dire que le combat, ce n'est pas le combat seul des FDS. C'est le combat de tout le monde. De la presse aussi.
Ne vous laissez pas embarquer par de mauvaises informations. Ne vous laissez pas détourner de votre mission. Faites votre mission. Bien sûr, ça fait partie de la société. Nous ne pouvons pas avoir une société qui est à 100% du même avis. Ce n'est pas possible. Mais l'essentiel, quand il s'agit de la patrie, quand il s'agit de la nation, nous ne devrons pas avoir de voix discordantes. Nous pourrons régler nos problèmes de différence après, mais sur notre territoire, pas sur le territoire de quelqu'un. Personne ne nous boutera dehors. Et c'est à ça que je voudrais appeler à chacun de réfléchir. Notre territoire, notre nation, c'est sacré. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit terre des hommes intègres. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons à présent donner la parole aux journalistes pour qu'ils puissent poser leurs questions au ministre de la Sécurité. Je suis Martin Kaba de la Fondation Hirondelle. Quelles sont les garanties que le gouvernement donne quant à la bonne marche, bien sûr, les questions sécuritaires pour ne pas qu'il y ait de débordement lors des activités de ces volontaires sur le terrain? Et puis, deuxièmement, il y a une information qui est tombée un peu dans la matinée aujourd'hui sur une attaque à Gasseliki, c'est un peu vers Albinda, et le bilan serait un peu lourd. Je ne sais pas si le ministre peut nous donner un peu plus d'informations. Denise Ungrana de la radio Omega Ouagam. Ma première question, c'est déjà de savoir où on en est avec l'enquête sur les 11 morts en détention dans les locaux de la police. Vous avez nommé hier une nouvelle directrice de la police judiciaire. L'ancienne que vous avez suspendue était donc, est-ce qu'elle était fautive dans ce dossier-là? Aussi, quelle suite a été donnée au départ des policiers de Djibo? Voilà. Les accusations de viol et de bavure policière pesées contre ces policiers-là. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Et en fait, on a de plus en plus de cas également de policiers et de gendarmes qui désertent leur poste. Et que prévoyez-vous pour réduire cette tendance? Et ensuite, au regard de la situation sécuritaire dégradée, des voix demandent votre démission et celle de votre collègue de la Défense, Monsieur le ministre donc, de la Défense, que répondez-vous à ces derniers? Et puis pour terminer, c'est la question des cours Lyogo. Depuis longtemps, on parle de recadrage. Aujourd'hui, qu'en est-il? Bonjour, Fanny Noiro-Cabré, TV5 Monde. Je reviens un peu sur cette question des volontaires. Quel cadre vous allez leur donner? Est-ce que ça veut dire qu'ils auront une formation, je ne sais pas, militaire? Enfin, quel cadre vous allez leur donner? Est-ce que ça veut dire aussi que, par exemple, comme l'a dit mon confrère, les Kogliogo, ça veut dire qu'on peut les intégrer dans ces volontaires? Et deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que annoncer le recrutement de volontaires évoque une impuissance et peut-être démoralise, c'est un peu le terme actuel malheureusement, mais démoralise les troupes en disant elles ne suffisent pas, il nous faut aussi des volontaires pour compléter? Est-ce que vous ne pensez pas que du coup c'est une marque d'impuissance? Le faso.net. Je voudrais simplement que le ministre nous fasse le point sur la mise en œuvre des recommandations du Forum sur la sécurité. Est-ce qu'on peut avoir un point aujourd'hui de ce qui reste donc ou de la mise en œuvre de décisions qui ont été prises à ce niveau? Le bilan de Gasseliki, pour le moment, nous n'avons pas un bilan fixe de Gasseliki. Vous parlez de bilan très lourd. Nous n'avons pas ces informations. Nous poursuivrons toutes les pistes possibles, mais nous n'avons pas un bilan qui nous permet de dire que le bilan est lourd, comme vous dites. Donc, nous vous reviendrons quand nous aurons un bilan qui nous permettra de préciser ou d'infirmer ce que vous avez dit. Nous ne manquerons pas de vous le dire. Les garanties de bon fonctionnement. Vous savez très bien qu'on ne peut pas vous donner des garanties de bon fonctionnement. On va prendre des mesures pour que ça fonctionne. Ça dépend de ce que vous appelez des garanties. Je ne sais pas si quelqu'un peut donner des garanties sur quelque chose qui n'est pas encore en marche. On prendra des mesures, on va s'entourer d'un certain nombre de mesures pour que ça fonctionne.
On demande la démission du ministre de la Défense et du ministre de la Sécurité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans un État démocratique indépendant. Il est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Ou bien, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Pendant que lui il dit ça, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui dit autre chose. Est-ce que je vais devoir répondre à tout le monde? Je ne crois pas. Ensuite, vous avez parlé des policiers qui ont déserté Guibo, c'est bien ça. Il y a des procédures disciplinaires qui sont à la police. Mais ce sont ces mesures qu'on est en train d'appliquer. C'est vrai qu'on est dans un pays démocratique, mais vous savez très bien que tout ça, c'est entouré d'un secret. Je suis sûr que vous n'aimeriez pas qu'on cite le nom de votre frère comme quoi il est dans telle ou telle procédure. Il a le droit à la protection. Donc, je ne peux rien vous dire. Je peux vous dire qu'il y a des procédures en cours, mais vous-même, vous savez très bien que tant que la procédure, du début jusqu'à la fin, c'est maintenu secret. On ne peut pas le diffuser sur les antennes. Ensuite, vous dites qu'ils ont été accusés de viol et autres. C'est à quel commissariat ou à quel poste de gendarmerie on a déposé ces plaintes? Parce que moi, je n'en ai pas vu. Pour ce qui est de la situation des 11 morts de la police, là aussi, vous savez que c'est une enquête qui est menée par le procureur du Faso. Ce n'est pas le ministre de la Sécurité. Nous avons fait une enquête administrative dont les conclusions restent à l'intérieur. Nous avons pris des mesures. Nous n'annoncerons pas sur les antennes quels sont les résultats. Ce sont des questions disciplinaires qui sont gérées à notre niveau. Il y a des règles que nous appliquons. Et je comprends votre curiosité de vouloir savoir, c'est normal. Bon, mais nous aussi, nous sommes guidés par les règles. Sinon, tout le reste, vous pouvez peut-être approcher le procureur du Faso qui est en charge du dossier. Madame dit, je crois que c'est TV5 Monde, dit, est-ce que le recrutement n'est pas un aveu d'impuissance? Cette question m'étonne beaucoup parce que vous connaissez bien dans l'histoire qu'il y a des pays, non seulement qui étaient en guerre, qui ont non seulement recruté, vous connaissez très très bien, peut-être même vous êtes originaire de ces pays dans l'histoire, ils ont recruté. Est-ce que c'était un aveu d'impuissance? Mieux, on a enrôlé même des gens, on a pris même des décrets pour descendre l'âge d'enrôlement ou augmenter l'âge d'enrôlement. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance? Je vous laisse répondre à cette question parce que moi je pense au contraire, c'est une question de confiance pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que c'est même mieux une question de confiance, c'est une question de résilience. Alors, les résultats sur le Forum de la sécurité, très bonne question. Nous avons commencé, il y a de cela 6 mois à peu près, de travailler pour avancer sur cette question. Nous sommes à un moment où nous sommes proches de la conclusion, nous sommes en train de finaliser la stratégie. Comme vous le savez, c'est une question que le chef de l'État veut, c'est une question où le chef de l'État veut associer le maximum de Burkinabés. Il ne veut pas que ce document, qui va être un document fondateur, soit le fruit d'une réflexion locale. Il veut que ce document, une fois que le draft sera terminé, il doit être discuté à travers tout le territoire national. Et cela, comme vous le savez, prend du temps. Ce sont des questions d'agenda, ce sont des questions d'opportunité, parfois des questions de sécurité. Donc, nous sommes en train toujours de travailler dessus. Nous espérons pouvoir voir le bout du tunnel, on va dire, d'ici la fin de l'année ou au plus tard en début de l'année prochaine. Touré Bangali, journaliste, correspondant France 24 au Burkina Faso. Monsieur le ministre, il y a un parti d'opposition, notamment le CDP, à travers son président, qui a proposé
qui a émis l'idée, pourquoi pas, le recrutement des anciens militaires ou des anciens soldats dans le pays qui seraient aptes à être plus fonctionnels ou opérationnels que de recourir aux volontaires. Et je reviens sur la question de Fanny. On nous avait annoncé que le gouvernement cherchait, je crois, 500 000 soldats, recruter 500 soldats. Il y a eu ce processus, il est terminé ou bien il est en cours. Et les 500 plus les milices, bon, excusez-moi du terme, les Korego, dont vous connaissez le nombre, plus les volontaires que vous comptez recruter, est-ce qu'on n'est pas en face d'une pléthore d'effectifs? Vous avez une acception, une compréhension des Korego que moi je n'ai pas. Quand vous parlez des Korego qui sont des effectifs, moi je ne sais pas combien de Korego se battent et où ils sont. Donc je ne peux pas les prendre en compte dans les effectifs comme vous dites. Je ne peux pas. Peut-être que vous savez, il y a 20 Korego dans mon village, il y en a 30 dans le vôtre, il y en a 15 de l'autre côté. Quand on fait une somme, ça fait tant. Mais moi je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas quels sont les Korego qui sont en train de se battre à tel et tel endroit. Peut-être certainement il y en a, mais moi je ne suis pas au courant de leurs effectifs. Vous avez parlé des 500 recrutés. Mais c'est normal, l'armée augmente ses effectifs. Si le chef d'état-major ou le ministre de la Défense veut davantage d'effectifs dans tous les pays, ça se fait, on augmente les effectifs. Vous savez très bien que chaque année, il y a des gens qui vont à la retraite, il y a des décès, il y a des gens qui sont inaptes. Et on décompte, il y a des effectifs il faut compléter les effectifs. Sans compter qu'on est dans une situation que vous-même vous savez, où nos effectifs sont largement en deçà des besoins. Donc c'est tout à fait normal qu'on recrute 500. Maintenant, le dernier point, c'est, vous avez parlé des recrutements annoncés. C'est ça? Non, la proposition du CDP. La proposition du CDP. Le deuxième point, c'est la proposition du CDP. Dans l'adresse du chef de l'État, il a parlé de recrutement. Il n'a parlé à aucun moment de militaires qui sont aptes ou qui ne sont pas aptes. Il a parlé de recrutement. Et j'ai dit qu'il y aura des critères. Mais si ces gens rentrent dans le critère, c'est des Burkinabés, non? S'ils ne rentrent pas dans les critères, ben on ne les prend pas. Donc, une fois de plus, restons dans les termes de ce qui a été dit. C'est peut-être vous qui imaginez et qui tirez des conclusions, mais on a parlé le décret va sortir, il va fixer les critères. Si vous remplissez les critères, et si les critères qui sont dits, vous êtes éligible, peut-être on va vous recruter. Nana Michel, journal Le Pays. Vous avez dit que dans l'introduction que les Burkinabés sont dans l'incertitude et se posent beaucoup de questions. Effectivement, moi aussi je me pose beaucoup de questions. La première, est-ce qu'aujourd'hui, et vous pouvez nous dire qui nous attaque et pourquoi ils nous attaquent? La deuxième question, quelles sont les difficultés qui font que nos FDS n'arrivent pas à contrer la menace? La troisième, alors dans les zones où les brigades de gendarmerie ou autres ont été détruites, qu'est-ce qui est fait pour amener la sécurité à ce niveau-là, dans toutes les zones où ça a été détruit? Et la dernière, quatrième, sans rapport avec le recrutement des volontaires, certains estiment que, se demandent pourquoi peut-être ne pas ramener des hommes qui sont en dehors du pays, qui combattent par exemple au Mali, pourquoi ne pas ramener ces hommes-là pour renforcer le dispositif sur le terrain, au lieu de recruter des volontaires ici au Burkina Faso? Jordan Meda de InfoWakat.net, le MPP avait préconisé que le président puisse impliquer les groupes d'autodéfense dans la sécurisation des territoires touchés. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, objectivement, c'est faisable? La deuxième question, c'est par rapport à la sécurisation des élus locaux.
avec ce qui s'est passé avec le regretté maire de Djibo, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement ou l'État pense à un mécanisme pour sécuriser les maires qui sont dans des zones où vraiment c'est bouillant? La troisième question, c'est par rapport aux efforts de guerre qui sont demandés par-ci, par-là aux populations. Est-ce que le gouvernement réfléchit déjà à une manière de faire participer la population en matière de finances pour peut-être financer le recrutement des volontaires ou je ne sais pas moi, en tout cas un mécanisme d'effort de guerre à demander à la population? Dasmane Niangane de Radio Liberté. Je voudrais que le ministre nous dise exactement sur cette affaire Naïm Touré. C'est vrai que c'est d'actualité, mais c'est bien sûr lié à mon niveau à la sécurité. Moi, je voudrais que le ministre nous dise ce qui s'est passé parce que son avocat parle d'enlèvement, de bastonnade, de maltraitance et une mauvaise détention. Du coup, certains, très vite, ont estimé qu'il y a une certaine médiocrité à la tête de la police. En même temps, des faits qui sont liés toujours au FDS, il y a cette affaire des 21 licenciés, certainement que c'est à l'interne, mais nous ne comprenons pas. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la procédure a suivi vraiment son cours et atteindra ce niveau? Et le dernier élément des faits qui sont toujours collés à cela, c'est à propos de ce que tout dernièrement notre confrère Courrier Confidentiel a révélé à propos de la gestion des frais de mission au niveau des SPS. Sophie Douce, correspondante pour le journal Le Monde. J'aurais aimé avoir donc, le dernier bilan provisoire ou définitif pour donc, l'attaque du convoi de Bongou. Et deuxièmement, j'aurais aimé savoir si le gouvernement burkinabé comptait donc prendre des mesures particulières pour renforcer donc, les convois, la sécurité sur les convois miniers ou même sur les sites miniers dans le pays. Je commence peut-être par votre question. Vous savez, c'est le procureur du Faso qui est saisi du dossier. Maintenant, il n'y a que ces chiffres qui sont valables. C'est comme ça, l'enquête est saisie par le procureur du Faso. C'est comme un peu partout dans le monde. Dès que la justice est saisie d'un dossier, le ministre de la Sécurité, il peut se hasarder, donner des chiffres, vous savez, ça ne compte pas. Alors, on revient à la question des brigades, où vous avez mentionné qui nous attaque et pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de littérature sur la question. Les unes et les autres sont valables. C'est ce qui est certain, il y a des groupes islamistes, il y a certainement des délinquants, il y a parfois de la sous-traitance, dépendant de l'endroit du territoire. Les raisons pour lesquelles les uns et les autres attaques ne sont pas toujours les mêmes. Vous avez l'État islamique, ce n'est certainement pas pour de l'argent qu'il attaque, c'est pour islamiser. Mais les délinquants, les fraudeurs, les bandits, c'est certainement pour autre chose que l'islamisation. Donc, les raisons divergent. Je ne pourrais pas vous dresser une liste exhaustive de ceux qui nous attaquent, mais au demeurant, ce qui est important pour nous, c'est de combattre ces gens et éradiquer l'insécurité. Vous dites que les FDS peinent à faire face au terrorisme. C'est votre avis? Vous savez, nous avons une armée conventionnelle depuis les années 60. En d'autres termes, on va dire ceci. Nous avions formé une armée qui doit faire face à une autre armée. Les techniques de combat ne sont pas les mêmes, les équipements ne sont pas les mêmes. Je pense que ce n'est pas nécessaire de vous dire, lorsque deux armées s'affrontent, chacun s'équipe en fonction de ce que l'autre a. Exemple, si de l'autre côté, leur force principale c'est des chars, vous allez vous armer en moyen de lutte anti-char.
Ici, nous avons affaire à une guerre asymétrique. Notre armée n'était pas préparée à cela. Et vous savez très bien qu'on ne forme pas, on ne change pas la stratégie d'une armée comme ça. C'est ce qui explique que nous prenons du temps dans la réorganisation de notre armée pour faire face à cette guerre asymétrique. Ceci étant dit, il y a des victoires qui sont remportées. Mais comme dans tous les cas, ce qui n'est pas sensationnel n'est pas rapporté. C'est ce qui est sensationnel qu'on aime rapporter. Qu'est-ce qui est fait pour que les FDS puissent relever le défi? Je disais tantôt qu'on travaillait tous les jours. Vous ne m'en voudrez pas, je suis sûr que vous comprendrez que je ne dise pas ici, nous sommes en train d'acheter des F-15, nous sommes en train de... Non, nous travaillons tout simplement en fonction de l'ennemi pour tout simplement relever le défi. Vous pouvez facilement imaginer quel genre de travail on est en train de faire. Ça n'a pas tellement d'importance. Souhaitez-nous tout simplement de le faire le plus tôt possible et de réussir le plus tôt possible. Moi, je pense que c'est ce qui est très important à dire. Vous avez parlé des missionnaires. Ah oui, d'amener les hommes de mission qui sont à l'étranger. Si à un moment donné, il faut faire venir tout le monde viendra. Mais pour le moment, est-ce qu'il est nécessaire de venir et nous désinscrire sur le concert des nations? Réfléchissons. Est-ce que c'est la peine de faire venir alors que nous pouvons trouver des solutions sur place? Tout ça, ce sont des questions et il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent et des solutions sont proposées et des décisions sont prises. La sécurisation des élus locaux, c'est une question importante. C'est vrai que la mobilité des élus locaux, des responsables tout simplement étatiques, ceux qui ont des mandats électifs ou ceux qui représentent le gouvernement, sont particulièrement visés. Nous prenons des mesures pour protéger ces gens. Nous avons des directeurs régionaux de police dans les régions où ils vont. Nous avons des commandants de légion de gendarmerie. Nous avons des militaires qui sont basés dans ces régions. Chaque fois qu'un élu ou un représentant du gouvernement, où nous avons l'information qu'il est menacé, ou il pourrait être menacé, nous prenons des mesures. L'effort de guerre, tout d'abord, je commencerai par remercier pour tous ceux qui contribuent à l'effort de guerre. Ce sont des Burkinabés, certains, et des non-Burkinabés d'ailleurs. Certains font ce qu'ils peuvent, mais toute contribution, toute pierre qui est apportée à l'effort de guerre, qui n'est pas forcément un effort financier. Il y a des gens qui apportent des informations, c'est important. C'est également une contribution très appréciable. Nous les remercions. Venons-en à l'affaire Naïm, si on peut appeler ça comme ça. Je pense que chacun de nous joue son rôle. La police judiciaire a interpellé Naïm sur un certain nombre de publications que beaucoup de vous ont vues. Il y a une dans le cadre de la loi. C'est vrai que j'ai entendu, il a été kidnappé, mais chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Toujours est-il que ce sont des policiers qui l'ont interpellé dans le cadre de la loi. Maintenant, les qualifications de chacun, bon, on ne peut pas empêcher les gens de qualifier comme ils veulent. Donc, ça c'est un fait. Une procédure a été entamée, il a été entendu, il a été présenté au procureur.
Et le procureur a donné des instructions pour qu'il soit relâché. Il sera relâché. Ah, les 21 licenciés, même chose. C'est-à-dire que, je vais résumer en une seule phrase. Il y a des lois et des règlements qui régissent le fonctionnement de la police. Ça, nous le savons tous, puisque cette loi a été votée à l'Assemblée nationale, donc tout le monde sait qu'il y a une loi. Et il y a des décrets d'application, et il y a la déontologie et tout ce qui s'ensuit. À un moment donné, les chefs hiérarchiques ont estimé que certaines règles n'ont pas été respectées. Et quand les règles ne sont pas respectées, il y a une procédure qui est entamée. Et la procédure a été entamée régulièrement, de bout en bout, et ça aboutit à un licenciement. Bon, moi, je ne vois pas quel genre de commentaire on peut faire dedans. Je suis Chérif Koulibaly Ouaga FM. J'ai deux petites questions. La première question va porter sur la sécurisation des brigades et des commissariats au Burkina Faso. Donc, nous savons que nos commissariats et nos brigades, malheureusement, sont mal sécurisés. C'est mon appréhension, parce que la plupart des commissariats et des brigades ne sont même pas clôturés. Donc, ce sont des sacs de sable qui servent donc de protection. Qu'est-ce qui sera fait donc dans ce sens-là pour vraiment sécuriser ces lieux de travail qui doivent nous procurer confiance et dignité? La deuxième question, la défense et la sécurité, ça coûte cher à notre pays et à beaucoup de pays. Est-ce que vous êtes satisfait des budgets alloués à la sécurité? Je suis Gabriel Kambou, je suis journaliste indépendant. Hier, un ministre de ce même gouvernement avait affirmé « Nous allons terroriser les terroristes ». Et on connaît la terreur par rapport à cette phrase. Aujourd'hui, vous avez affirmé « Nous irons chercher les fauteurs de troubles là où ils se trouvent, même si c'est dans des trous ». Je voudrais savoir quelle confiance on peut encore avoir en de telles déclarations. Parce que depuis 2016, c'est nous qui sommes terrorisés. C'est nous qu'on vient chercher dans des trous. Vous avez promis les terroriser. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, vous avez promis de descendre dans les trous. Quelle confiance le peuple peut encore avoir en de telles déclarations? La deuxième question par rapport au recrutement des volontaires. Est-ce une annonce prématurée? Parce que vous avez dit, le décret n'est pas encore prêt, les critères aussi ne sont pas encore prêts. Alors, à quand donc l'effectivité de ce recrutement pour combattre les terroristes? Oui, Jean-Marie de Sidoya, j'avais des préoccupations qui sont désormais sans objet. La dernière qui me reste, c'est par rapport à la communication lors des attaques de façon générale des commissariats, des camps, des brigades, des gendarmeries. Vous l'avez dit tout de suite, vous n'avez pas de bilan. C'est le problème qui se pose aux médias de façon générale. Il y a une attaque, le Burkinabé veut savoir quel est le bilan. Et la police, l'armée, la gendarmerie prend son temps. À ce moment, les réseaux sociaux, on n'y peut rien, relaient l'information qu'il y a sous la main. Donc, pour moi, ce n'est pas une question en tant que telle, c'est de dire d'accélérer en termes d'information quand il y a une attaque. Et ça ne donne pas le choix quand les gens sont dans l'attente. Eliman Nikéman de la télévision Impact TV. Les informations que nous avons par rapport à Djibo, la ville de Djibo connaîtrait une pénurie de carburant actuellement. Le litre serait passé à 2000 francs, voire plus. Alors, une citerne était censée ravitailler la ville de Djibo. Elle aurait été attaquée par des hommes armés. Est-ce que cette citerne était censée être sécurisée, connaissant la dangerosité de la zone? Deuxième exemple, c'est l'attaque de Bungu. 2 cas sécurisés par les FDS, tous à l'avant et les 5 cas derrière. Est-ce que c'est des failles ou bien
Au plan sécuritaire, c'est normal. Expliquez-nous un peu cela, monsieur le ministre. On veut comprendre. En plus, il y a des pneus qui sont brûlés dans la ville de Ouagadougou à partir d'une certaine heure la nuit. Est-ce que vous êtes au courant de ceux qui s'adonnent à cela? Je voudrais vous dire ceci, pour ce qui est de la confiance. Si vous n'avez pas confiance à nos FDS, si vous ne les supportez pas, peut-être que j'ai mal compris votre question. Toujours est-il que j'ai répété ce que j'ai dit tout au début. Nous avons besoin de l'engagement de tout le monde, de la confiance. J'ai besoin que vous croyez avec nous que nous allons vaincre. Je le réaffirme avec vigueur. J'ai besoin, le gouvernement a besoin qu'ensemble on croit en la victoire et qu'on fasse tout pour avoir la victoire. Il y a une réalité incontournable, c'est à propos des brigades et des commissariats qui sont mal sécurisés. C'est toujours la même chose. Vous et moi, je suis un peu plus ancien que vous. Quand on construisait les brigades dans les années 1960-70, il n'y avait pas de terrorisme. On construit un bâtiment, la population appelle rapidement le commandant de brigade qui vient, qui s'installe, et tout le monde est heureux, on inaugure, c'est la joie, on a un commissariat. Aujourd'hui, les choses sont différentes, c'est de cette guerre asymétrique qu'on parle. Et pour répondre à votre question, à quand la sécurisation? J'aimerais que ça soit demain, mon ami. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas le faire comme ça. Ce que nous faisons et ce que nous sommes en train de faire, c'est que désormais, il y a des brigades modèles et des commissariats où tout est prévu. C'est-à-dire qu'il y a des murs de clôture, il y a des barbelés. Et vous avez certainement remarqué que la plupart des brigades et des commissariats qui sont exposés, quand vous approchez, vous sentez quand même qu'il y a un petit travail d'organisation de combat qui a été mis en place. Certainement insuffisant, mais il y a quelque chose qui est fait. Vous avez parlé du budget du ministre de la Sécurité qui, selon vous, vous ne l'avez pas dit, mais j'imagine que vous dites qu'il est insuffisant. Merci pour la compassion. Non, je voudrais vous dire que un budget ne va jamais suffire. Les policiers, les gendarmes qui sont avec moi, nous comptons en plus du budget l'homme et l'utilisation judicieuse de ce qu'on a. Sinon, il est difficile de tout avoir. Nous essaierons de faire le rendement maximum avec les hommes, avec le budget qui a été alloué. Il y a d'autres secteurs. Il faut que les gens mangent, que les gens aillent à l'école. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'il faut arrêter tout ça. Donc, toute raison gardée, nous allons utiliser ce budget, même s'il paraît insuffisant, nous allons nous battre pour obtenir les résultats maximum, parce qu'il y a d'autres Burkinabés aussi qui attendent. Les failles. Sur Bongo, il y a une enquête qui est en cours. Moi, je ne veux pas dévancer l'iguane dans l'eau. L'enquête déterminera les failles du dispositif sécuritaire. La pénurie du carburant, c'est une question, je peux vous affirmer que c'est en voie de résolution. À l'heure où je vous parle, il y a des dispositions qui sont prises pour que des citernes puissent ravitailler. Mais vous l'avez dit, c'est un peu dangereux, il faut des dispositions spéciales pour que cette question soit réglée. Mais des dispositions sont en train d'être prises. Ah oui, les pneus qui sont brûlés. Vous avez certainement remarqué qu'il y a des patrouilles qui sont en cours. Et voilà, nous luttons contre cela. Je ne dirai pas plus loin que cela. C'est vrai, c'est des actes d'incivisme que nous combattons et nous prenons les mesures pour que cela cesse et voire interpeller les fauteurs de troubles pour les remettre à la justice. Je voudrais, avec votre permission, les journalistes, parce que vous êtes des leaders d'opinion, votre parole passe très bien
beaucoup de gens vous écoutent, beaucoup de gens vous font confiance. Nous aussi, on vous fait confiance. Nous allons vers les fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de monde, énormément de monde. Et nous travaillons pour que nous puissions tous passer de bonnes fêtes. Pour cela, je voudrais qu'on soit tous mobilisés dans le domaine de la sécurité. Le plus basique, s'il vous plaît, sortez avec vos cartes d'identité. Ça évite de petits problèmes. Ça, c'est le basique. On dit que le policier a le droit de contrôler, et le gendarme, bien sûr, de contrôler tout citoyen. Et si on vous contrôle, ne vous énervez pas. Donnez votre carte d'identité et puis vous continuez votre route. Il ne va pas la garder, vous allez partir. Soyons fair, contribuons. Et d'ailleurs, les policiers et les gendarmes ont promis d'être tellement cool que ça va bien se passer. Alors, beaucoup plus compliqué, faites attention à tout ce qui se passe autour de vous. Quelqu'un est arrêté quelque part en train de discuter, il avait un sac, en partant, il laisse le sac. Qu'est-ce que vous faites? Si vous ne l'avez pas vu laisser, il faut signaler tout de suite. Voir, ce sac-là n'appartient à personne, les gens s'en écartent. C'est des petits gestes comme ça, mais qui contribuent à la sécurité de tous. Si vous entendez des propos que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, si vous suspectez, si ça a en relation avec quelque chose, vous pensez que, rapportez au FDS qui saura faire le tri. Si vous voyez des gens qui sont brusquement dans votre environnement et qui ont l'air suspects, ça ne coûte rien de passer un coup de fil et les FDS viendront avec, j'allais dire, la courtoisie nécessaire, vérifier que la personne est bien innocente et qu'elle n'a absolument rien à se reprocher. Ça, ce sont des actes citoyens que nous sommes en train de vous demander. Alors, ça, c'est particulièrement adressé à vous. Je vais vous demander, 1, les informations alarmistes ou bizarres, on ne peut pas les arrêter, malheureusement, parce que les réseaux sociaux, on ne les commande pas, c'est à la disposition de tout le monde. Mais vous, avant de relayer ces informations, s'il vous plaît, vérifiez avec les services compétents. Un autre aspect qui est très important, dans les grandes villes, il y en a moins, mais un peu plus éloigné vers les campagnes, il y a ce problème parfois de relations intercommunautaires. Parlons-nous. Parlons-nous, échangeons, évitons les quiproquos qui peuvent devenir de gros problèmes. Et si quelqu'un sent qu'il y a une tension quelque part, n'attendez pas, alertez les services de police. Enfin, je voudrais formuler pour nous un avenir de confiance, un avenir d'entente, un avenir de victoire, et le plus tôt possible. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons à présent aborder les questions d'actualité nationale avec le ministre porte-parole du gouvernement. Benjamin Kwame, journaliste à LCA. Il a été dit que des mesures seront prises, on va dire, pour traquer ces personnes qui diffusent les informations erronées. Alors je souhaiterais que le ministre revienne sur ces mesures-là. Il s'agirait de quoi concrètement en termes de mesures? Touré Bengali, correspondant France 24. Et notre confrère, il a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un problème auquel nous sommes réellement confrontés. C'est d'abord, je pense, moi je le dis, c'est vous. Jamais au cours d'une attaque ou au cours d'un appel, vous nous répondez. Et c'est vraiment difficile pour nous lorsque Sémaphore soit le premier à donner une information dont le gouvernement est censé donner, à travers même un communiqué qui a été posté aux environs de 13 heures. Et nous, c'est dans l'après-midi, je crois, même la nuit que nous avons réussi le communiqué. Et vous le savez autant que moi que tout ce que nous disons, la plupart dépend du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une source
aussi sérieuse que la source gouvernementale. Et lorsque la source gouvernementale tarit, on est obligé de faire face à des sources proches, à appeler des gens par-ci par-là. Et très malheureusement, nous sommes confrontés à ce problème. Je pense qu'il faudra y faire face et voir comment on peut améliorer ça. Merci, Monsieur le ministre. Dasmani Niangani de Radio Liberté. Je vais parler de ce volet moral, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Alors, les médias, les réseaux sociaux, vraiment, tout le monde travaille à maîtriser tous ces paramètres, mais parfois on pose ces actes ou des faits, ce n'est pas volontaire, mais en fin de compte, on nous dit par exemple que ça peut contribuer à démoraliser. Par exemple, bientôt, peut-être on va ajouter les volontaires, sinon jusque-là, on dit que ça démoralise les forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous ne pensez pas qu'aussi qu'il est opportun de faire, je dirais, un inventaire des actes ou faits qui sont en mesure de démoraliser les forces de défense et de sécurité, quitte à ce que, voilà, à son âme conscience, chacun essaie, voilà, de poser l'acte ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est M. Kambou encore. Question d'actualité, nous sommes en ce moment en train de recenser les Burkinabés à travers le RGPH. C'est une question d'actualité. Moi, je voudrais savoir ce qui est prévu face à ce déplacement massif des populations. Qu'est-ce qui est prévu pour compter nos frères et sœurs qui sont sur les sites et comment faire en sorte qu'on puisse savoir que tel village, il y a tel nombre d'habitants parce que les gens, il y a des localités où on n'a plus pratiquement d'habitants. Qu'est-ce qui est prévu? Ou est-ce que ce n'était pas indiqué d'attendre quand même d'arriver à un certain niveau de sécurité avant de procéder à ce RGPH? Qu'est-ce qui urge vraiment avec le RGPH? La deuxième préoccupation, qu'est-ce que vous prévoyez pour faire en sorte de dévancer, en tout cas, ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Je vous ai suivi à la télé par rapport aux messages qui sont diffusés dans les groupes WhatsApp. On a eu à intervenir même pour dire ne diffusez pas ces informations parce que ce n'est pas sûr. Mais à côté, il n'y a pas la communication gouvernementale pour contrer. Je pensais que la loi que vous avez révisée, le code pénal, allait vous aider, mais je constate que ce n'est pas le cas. Koumbem Idrissa, Radio Liberté. Alors la première question, il y a l'opposition politique et certaines organisations de la société civile qui suspectent un peu le pouvoir en place de vouloir user de la question du terrorisme pour ne pas organiser les élections en 2020 pour pouvoir se faire un lenga. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui le véritable problème c'est le problème d'effectifs quand on veut recruter des volontaires? Parce que jusqu'à preuve le contraire, et ce qui nous revient sur le terrain est que les forces de l'ordre ne sont pas suffisamment équipés pour faire face et non, ils n'évoquent pas la question du sous-effectif. Est-ce que c'est véritablement un problème d'effectif? La question des policiers radiés de l'APN, le ministre a dit tout de suite que la voie légale a été suivie. Pourtant, nous avons suivi le secrétaire général adjoint de ce syndicat qui a développé comment ils ont procédé aussi à leur niveau. Le Conseil d'État les a donné raison à 2 reprises. Le gouvernement n'a pas exécuté les décisions de justice du Conseil d'État. Alors même qu'ici on a vu que les gens ont brandi un avis du Conseil d'État ici pour interdire les sittings. Et véritablement jusqu'à ce jour, on ne comprend pas réellement c'est quoi le problème avec ces policiers-là. Et je vais terminer avec le cas Naïm parce que ce n'est pas un cas isolé pour moi. Et on dit que la police peut interpeller. On a vu en 2017 ici, on a interpellé le colonel Auguste Denis Barry. Les gens ont promis que nous allons être édifiés. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été. Et il y a eu le cas de Pascal Zaïda qu'on a empêché en 2017 ici d'organiser une manifestation. Est-ce que ces genres de pratiques-là ne donnent pas raison à ceux qui pensent que nous sommes en train de basculer dangereusement vers un État policier? Merci. Je vais commencer par la dernière interpellation. Je pense que nous avons la chance d'être dans un pays où, comme d'aucuns disaient, c'est un pays de savane. C'est-à-dire tout se sait, tout se voit.
il y a certainement dans le système que nous mettons en place actuellement des limites. Mais s'il y a une limite, s'il y a un domaine où la limite est loin d'être atteinte, c'est bien la question de la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Donc je ne vois pas, si quelqu'un s'exprime, qu'il y a un souci, il répond devant la justice. Et si la justice le relâche, on passe à autre chose. Moi, l'arrestation de M. Naïm Touré a été un processus, comme il a dit, question judiciaire, ça a été traité. Vous me faites un amalgame avec la question de Pascal Zaïda, qui était dans un autre domaine totalement différent, qui était une manifestation. Vous faites un amalgame avec une question de sécurité nationale, qui était le cas de le colonel, M. Auguste Denis Barry. Donc je pense que dans tous ces cas, soit la justice s'est prononcée, soit les processus sont en cours, mais je crois que ça montre aussi la force et la vivacité de notre système. Moi, je ne suis pas dans l'état policier. Comparaison n'est pas raison, mais j'imagine quelqu'un dire à Paris ou à Washington, si tu franchis le fleuve, il y aura un attentat, tous les services de sécurité vont l'appeler et demander où vous avez eu cette information. Ça, c'est le B à bas. Quand vous avez des gens qui disent nous avons eu 98 victimes et qui disent le gouvernement rend compte sa vie et que on ne leur demande même pas, mais puisque vous savez où les autres victimes sont, venez nous les montrer. Puisque nous on dit il y a 38, ça a peut-être évolué, ça a évolué en temps, mais comme a dit monsieur le ministre, le procureur est sur le dossier, donc je ne vais pas donner de chiffres. Mais si la personne a les 58 autres ou les 48 autres, qu'il les montre. Mais aujourd'hui, dans l'esprit de la pratique de la liberté d'expression, nous sommes arrivés à un stade où on se dit, on peut tout dire et on n'a pas le droit de nous reprocher quelque chose. Donc moi, je ne vois vraiment pas, et parfois c'est des acteurs politiques majeurs. Je ne parle pas du Kidam qui est assis chez lui, qui ne comprend pas un trait de mot, qui fait partie d'un principe qui envoie. Je parle d'un acteur politique majeur du pays qui fait une affirmation comme ça et qui est assis calmement chez lui et qui dit oui, c'est normal. Pour moi, ça pose un problème, mais ça montre aussi comment on est loin d'être dans un état policier. Parce que pour moins que ça, dans les démocraties que nous édifions comme modèle, il aurait été entendu et peut-être même on aurait lancé une procédure pour lui pour quelque chose comme association avec terroristes, etc. Mais on ne le fait pas. Donc je pense qu'il faut rester pondéré sur ces questions. La question du Lenga, moi je suis arrivé donc dans une équipe gouvernementale avec un chef d'État qui est issu d'un processus. Ce processus-là, c'est le refus de la modification de l'article 37. Et ce chef d'État-là a dit qu'il était là pour appliquer 2 mandats. Je ne vois pas en quoi on veut créer coûte que coûte un Lenga. Et je dis la dernière fois dans cette même salle, j'ai parfois l'impression que ça participe même à ce qu'on appelle la manipulation des opinions. C'est-à-dire, on fait monter la question terroriste, on la fait monter, et puis juste à côté après, les mêmes disent, vous voyez, à cause de ça, il veut faire ça. Bon, si on ne veut pas faire, on dit, mais les élections coûtent trop cher. On est un terroriste, dans une situation, pourquoi on veut faire les élections? Il ne faut pas faire les élections. Le principe, c'est que le président du Faso s'est engagé à ce qu'il y ait des élections, et la sécurité et la défense travaillent pour qu'elles se fassent sur l'entièreté du territoire burkinabé. Et j'ai foi que son Excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, est un homme de parole et qui fera tout pour que les élections se tiennent à bonne date et que ça prenne en compte tous les Burkinabés. Sur la communication qui revient à plusieurs niveaux, je suis à la fois embêté parce que je suis issu du monde de la presse, je sais comment ça fonctionne. Je suis également embêté parce que j'ai appris une chose à la pratique de ces événements-là, c'est que c'est extrêmement important d'avoir un minimum de vérification avant. Le paradigme ne se change pas du jour au lendemain. Lorsque vous avez une attaque, lorsque vous avez quelque chose qui se passe, la première réaction du chef sur le site, ce n'est pas de compter les victimes pour en faire un décompte au supérieur. C'est de stabiliser sa zone, d'apporter des réponses concrètes à la question sécuritaire. Ensuite, il passe à la deuxième étape. Et ensuite, il se réfère à ses supérieurs. Donc, le maillon de la remontée de l'information dans les forces de défense et de sécurité, ce n'est pas aussi simple que cela. Les hommes sur le terrain ont des missions, ils ont des priorités.
C'est leur dernier souci de vous dire aujourd'hui, quand il y a une attaque, combien de victimes il y a. Leur question principale, c'est sécuriser leur espace, protéger leurs hommes, repousser l'attaque. Après, ils feront le décompte. Je suis d'accord qu'il faut accélérer les process, mais c'est un processus qui se met en place petit à petit, et c'est peut-être parfois le questionnement que je posais tantôt, comment nous gérons ces difficultés-là. Il y a des fois avec qui je parle en off, je dis voilà ce que je peux donner comme information. Attention, ce n'est pas les informations que vous pouvez utiliser, c'est du off que je vous donne parce que ça vous permettra d'équilibrer votre papier. Mais quoi qu'il en soit, la majorité des acteurs, une ou deux fois, je participe à leur donner des informations où je dis véritablement je ne peux pas, où je suis dans une situation où je suis dans le feu d'une action, d'une communication gouvernementale, d'une réunion, etc. Je vais sortir de ça. Bon, le papier est déjà publié. Je n'en veux pas à la personne parce que j'ai promis à la personne de revenir. Je ne lui suis pas revenu à temps et il a fait son papier. Mais je me dis chaque fois, nous devons quand même trouver les moyens d'équilibrer les éléments. Le coup-feu, M. Benjamin Kwame. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire un tri. Il faut faire un tri. La loi, on l'a travaillé en Conseil des ministres et tous les ministres sont d'accord que c'est une loi qui ne doit pas porter atteinte au travail des journalistes. Après, je le dis, il y a une séparation des pouvoirs. Je ne peux pas vous dire le nombre de captures que je fais, que les services d'information du gouvernement font, que l'on envoie parfois pour que des actions judiciaires puissent être déclenchées. Mais si les acteurs ne jugent pas opportun de déclencher ces actions-là, moi je ne peux pas les contraindre. Par contre, il y a une responsabilité aussi des acteurs au niveau de la sécurité et de l'administration. Par exemple, le ministre de l'Administration a pris ses responsabilités en intelligence, en suspendant le parti pour 3 mois. Il y a un travail qui est fait avec la CIL, il y a un travail qui est fait avec la société Facebook, il y a un travail qui est fait avec les acteurs pour que de plus en plus, les pages, les profils qui sont systématiquement... Parce que c'est une guerre qui est en cause. Pour moi, se tromper une fois sur une information, ce n'est pas grave. Mais donner l'impression, et je peux me tromper, qu'on fait partie d'un système organisé de déstabilisation, là, ça pose problème. Et à ce niveau-là, il faut que les acteurs agissent. Et comme j'ai dit, la loi dit de ne pas partager. Je pense que nous avons une responsabilité aussi en tant que citoyens. La loi dit de ne pas partager. Les gens ont fait des supposées photos de l'attaque de Bungu. La loi est là, les gens ont partagé. La procédure judiciaire est en cours. Après, on va se retrouver dans une situation où quelqu'un va se dire « Ah, on m'a abusivement condamné », alors que la loi lui dit de ne pas partager. Il a partagé. La personne qui partage, tout comme celle qui envoie, est responsable. Donc je pense qu'il nous faut travailler à créer cette culture-là. Et je le redis, l'information est vitale dans cette situation. Comme il me taquinait mon ami de Radio Liberté, il n'y a pas de code. J'espère que les membres du gouvernement ne peuvent pas à un seul moment penser qu'ils vont poser des actes qui démoralisent les FDF. Les membres du gouvernement au quotidien essaient de voir comment ils vont participer. Après, si vous pensez que certains propos, certaines attitudes sont préjudiciables, vous le critiquez. Et c'est pour ça que la presse est là. Nul n'a le savoir infus. La presse est là pour porter la main sur la plaie. Si un ministre se comporte mal dans cette période-là, mettez-le à l'index. C'est tout à fait, c'est votre travail. Personne ne va se plaindre de ça. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons cohérents. Chacun fait son job. La presse est là pour apporter l'information. Ce que je demande, c'est que nous puissions la recouper. Ce que je demande, c'est que nous gardions quand même à l'esprit qu'il y a nécessité de l'équilibrer. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut gouverner des hommes. On veut avoir un projet de vie pour des hommes. Donc, moi, je suis content et je remercie le ministre d'être venu. Je souhaiterais qu'il puisse répondre à cette question sur notamment les policiers radiés et la question du Conseil d'État. C'est sur la question des radiés et de l'APN. C'est vous qui avez posé la question. Je confirme que j'ai refusé de recevoir une délégation de l'APN. Je confirme. La raison est que pour moi, l'APN n'existe pas juridiquement. Vous le savez tous, quand vous constituez une organisation, il faut que l'administration territoriale vous donne un récépissé de reconnaissance.
Est-ce que nous sommes d'accord? Ils n'ont pas ce récépissé, donc ils n'existent pas juridiquement. À partir de ce moment, tout ce que vous êtes en train de dire, ça s'est peut-être passé, mais pour moi, ils n'existent pas juridiquement. Et vous savez, je leur ai dit, ils ne vous ont certainement pas dit que je leur ai dit. Je n'ai aucun problème à recevoir aucun policier. Mon bureau est ouvert. Mais ils n'ont aucune existence juridique et ils le savent. S'ils vous ont brandi un papier du tribunal administratif, qu'ils vous disent Conseil d'État, je crois qu'il est important que vous allez lire le document pour voir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je sais que le Conseil d'État peut désavouer un certain nombre de choses. Ça, ce n'est pas mon problème, je ne m'y mêle pas. Mais je sais aussi que le Conseil d'État ne peut pas se substituer, ou le tribunal administratif ne peut pas se substituer au ministre de l'administration territoriale pour leur délivrer le récépissé nécessaire. Et vous aussi, vous le savez. À partir de ce moment, je ne sais pas où est le débat. Ainsi prend fin la conférence de presse du gouvernement d'aujourd'hui. 2 ministres étaient face aux journalistes, M. Ousseini Compaoré, ministre de la Sécurité, et M. Rémi Fulgence Dandinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Les échanges ont porté sur les questions sécuritaires et sur l'actualité nationale. Merci, chers consoeurs et confrères, pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre exercice de redevabilité avec d'autres membres du gouvernement. À très bientôt.